Elle se réveille dans un corps que tout le monde déteste. Les domestiques chuchotent à son sujet. Les nobles l'évitent. Son propre père la regarde avec l'absence soigneusement maîtrisée d'un homme qui a déjà rayé l'une de ses filles et qui attend simplement la formalité de sa ruine pour rendre sa décision respectable. Yuria est la villainesse. C'est ce que ce monde a décidé. Le roman dans lequel elle a été projetée lui a déjà assigné un rôle. La méchante demi-sœur, l'obstacle entre l'héroïne et son bonheur prédestiné. Un personnage dont la fonction narrative est de comploter, d'échouer et d'être détruit pour que la vraie protagoniste puisse briller. Elle le sait, elle a lu cette histoire. Elle sait comment elle se termine pour le personnage qu'elle habite désormais. Et elle décide, avec une clarté qui n'est ni colère, ni panique, mais l'arithmétique froide de quelqu'un qui comprend les systèmes, que cette fin est inacceptable. Pas parce qu'elle veut être aimée, pas parce qu'elle veut une rédemption, parce qu'on lui a remis un monde dont elle peut voir les règles et qu'elle a l'intention de toutes les briser. Voici The Villainess Hides Her Wealth. Et la fortune est la chose la moins intéressante qu'elle dissimule. Bienvenue sur Manhwa, Recap Vault. Le sous-genre de la transmigration villainess a produit des centaines de titres à ce jour, et la plupart suivent un arc prévisible. Se réveiller dans la peau de la villainess, éviter les death flags, charmer le male lead, vivre heureuse. The Villainess Hides Her Wealth. Comprends cette formule, puis en fais quelque chose de plus intéressant. Le récit pose une question que la plupart de ces histoires ne se donnent jamais la peine de poser. Et si la villainess ne voulait pas être sauvée? Et si elle voulait être riche? Plus riche que tout le monde? Plus riche que la couronne? Et si elle bâtissait cet empire pendant que chaque personne autour d'elle la croyait encore insignifiante? Pour comprendre ce que Yuria accomplit, vous devez comprendre la cage dans laquelle elle commence. Le monde de ce manhwa fonctionne sur une hiérarchie aristocratique rigide. Le sang détermine le rang détermine l'opportunité, et l'opportunité détermine la survie. Au sommet siège la famille impériale, le Crown Prince Enoch et l'appareil des maisons nobles qui gravitent autour de son autorité comme des satellites autour d'une étoile. En dessous, la classe marchande, la petite noblesse, les familles terriennes dont la richesse est ancienne et dont l'influence se gagne par des générations de positionnements politiques méticuleux. Et puis il y a la famille de Yuria, techniquement noble, concrètement insignifiante. Son père est un seigneur mineur dont la principale contribution au paysage politique consiste à se tenir à l'écart de tous. Il a 2 filles, Yuria, l'aînée, née de sa première épouse, et Lilika, la cadette, née de sa seconde. Lilika est l'héroïne, le lotus blanc, la jeune fille au sujet de qui le roman original a été écrit. Dans le matériau source, Lilika est la douceur incarnée. Un regard tendre, une voix douce, ce genre de bonté sans effort qui donne envie à tout le monde de la protéger. Elle attire les gens à elle, non par manipulation, mais par une chaleur authentique que la narration présente comme pure. Le prince héritier, les chevaliers, les nobles. Un par un, ils tombent dans l'orbite de Lilika, et un par un, ils se retournent contre la personne qui se dresse entre Lilika et son bonheur. Cette personne, c'est Yuria. Dans l'histoire originale, Yuria est dévorée par la jalousie. Elle complote contre sa sœur. Elle sabote les relations de Lilika. Elle se déchaîne avec la cruauté désespérée et croissante de quelqu'un qui sent le monde choisir une autre et qui ne peut l'accepter. Et elle perd, totalement, publiquement. Le roman se termine avec Yuria anéantie, dépouillée de son titre, dépouillée de sa famille, dépouillée de tout. Un récit édifiant sur ce qui arrive quand on se bat contre la protagoniste choisie par la narration. C'est cette histoire dans laquelle Yuria a été projetée. Elle connaît le scénario, elle connaît la fin, et elle n'a absolument aucune intention de le suivre. Mais voici le détail crucial qui distingue ce manhwa de ses semblables. Yuria ne rejette pas la narration parce qu'elle a peur de la mauvaise fin. Elle la rejette parce qu'elle reconnaît l'architecture du piège. La Yuria originelle a échoué
non parce qu'elle était mauvaise, mais parce qu'elle jouait à un jeu dont les règles étaient enfin conçues pour la faire perdre. La hiérarchie sociale, la dynamique familiale, l'attraction gravitationnelle du statut de protagoniste de Lilika. Tout cela avait été conçu pour produire exactement un seul résultat. L'intuition de Yuria, l'avantage de la transmigrée, n'est pas la connaissance préalable, c'est la perspective. Elle peut voir le système de l'extérieur, et de l'extérieur, le système paraît exploitable. La première décision de Yuria est celle qui définit toute l'histoire. Elle ne combat pas Lilika. Elle ne se dispute pas l'attention du prince héritier. Elle ne tente pas de réécrire le récit social qu'il a déjà désigné comme la vilainesse. Elle en sort entièrement. Le monde noble fonctionne sur la réputation, sur l'apparence, sur la gestion attentive de la perception publique. Yuria comprend que cette arène est truquée contre elle. Lilika gagnera toujours le concours de popularité parce que Lilika est la protagoniste et que les protagonistes sont conçus pour être aimés. Y rivaliser est une cause perdue, quelle que soit la stratégie. Alors Yuria construit une autre arène, le commerce. Ce n'est pas l'histoire d'une vilainesse qui tombe sur la fortune par chance ou par commodité magique. Yuria bâtit son empire avec la précision méthodique de quelqu'un qui a étudié l'économie dans un monde qui n'a pas encore inventé le concept. Elle commence petit, presque invisiblement. Investissement mineur. Partenariat discret avec des marchands compétents mais sans capital. Elle identifie des brèches dans le marché que personne, dans cette économie quasi médiévale, n'a songé à exploiter, parce que personne, dans l'aristocratie, ne considère le commerce comme une activité respectable. Ce mépris est son plus grand atout. Les nobles ne surveillent pas la classe marchande. Ils se surveillent les uns les autres, suivant les mariages, les alliances, les manœuvres politiques, l'interminable partie d'échec social qui définit la vie aristocratique. Le commerce est sous leur dignité. Et sous leur dignité, c'est exactement là où Yuria veut opérer. Elle établit des entreprises par procuration. Elle crée des structures d'investissement qui dissimulent son implication. Elle développe des routes commerciales, identifie des matières premières sous-évaluées et construit des relations avec les guildes marchandes, la véritable structure de pouvoir que la noblesse sous-estime systématiquement. Chaque pièce d'or qu'elle gagne est invisible. Chaque affaire qu'elle bâtit est intraçable jusqu'à son nom. Le monde aristocratique voit une jeune noble discrète et retirée qui a cessé de se disputer l'attention. Ils interprètent cela comme une défaite, une résignation, la vilainesse acceptant son insignifiance. Ils ne pourraient pas se tromper davantage. En l'espace d'un an, les entreprises de cachet de Yuria génèrent plus de revenus que la plupart des maisons nobles. En 2 ans, elle influence les prix des matières premières à travers le royaume sans que personne ne sache que son nom est attaché aux transactions. Au moment où l'histoire atteint son point d'inflexion critique, Yuria est, selon toute mesure financière objective, l'une des personnes les plus riches de l'Empire. Et personne ne le sait, ni les nobles, ni Lilika, ni son père, ni le prince héritier. La satisfaction de cette dissimulation est le moteur émotionnel de tout le manoir. Chaque scène où quelqu'un méprise Yuria, la sous-estime ou la prend en pitié porte un double sens que seul le lecteur et Yuria partagent. Vous voyez un noble la traiter avec condescendance lors d'une réception. Et vous savez qu'elle pourrait racheter son domaine, son titre et les dettes de sa famille avec les bénéfices d'un seul trimestre, d'une seule affaire qu'elle opère via un mandataire qui ne connaît pas son visage. Le power fantasy, ici, n'est pas la force. Ce n'est pas la magie. C'est la compétence, invisible, cumulative, patiente. Une compétence qui grandit dans l'ombre pendant que tout le monde regarde ailleurs. Alors, le titre dans la miniature dit « Rejette le prince ». Permettez-moi d'être précis sur ce qui se passe réellement, parce que l'histoire véritable est plus intéressante que le clickbait. Crown Prince Enoch n'est pas l'antagoniste. Il est, en réalité, le male lead, et l'une des rares personnes de l'histoire à voir Yuria avec clarté.
Pas la Yuria publique, pas la persona villainess, mais la véritable femme sous la stratégie. Enoch est intelligent, perspicace et, point crucial, pas aveuglé par la gravité protagonistique de Lilika comme presque tous les autres dans l'histoire. Il remarque des choses. Il remarque que le retrait de Yuria de la société est trop propre, trop délibéré pour être une simple défaite. Il remarque les ondes économiques qui n'ont aucune source apparente. Il remarque un motif, là où le nom de Yuria devrait être et ne l'est pas. Ce que Yuria rejette, ce n'est pas Enoch, c'est sa famille, c'est le système. C'est tout le cadre qui dit que la valeur d'une femme est déterminée par sa proximité aux hommes puissants, son rang social, l'approbation de son père, la volonté de sa sœur de partager la lumière. La dynamique familiale, c'est là où le manhwa tranche le plus profondément. Le père de Yuria n'est pas un monstre. Il est quelque chose de pire, un homme faible qui prend le chemin de la moindre résistance. Il ne hait pas Yuria. Il trouve simplement plus facile d'investir en Lilika, qui récompense son attention par de la chaleur et du capital social, qu'en Yuria, qui a toujours été plus difficile, plus sur ses gardes, plus résistante à jouer la fille reconnaissante d'une façon qui le met à l'aise. Lilika elle-même est plus complexe que ne le suggère l'archétype du lotus blanc. Elle n'est pas secrètement maléfique. Elle ne complote pas derrière sa douce façade. Elle est authentiquement bienveillante. Mais sa bienveillance opère dans un cadre qui est intrinsèquement destructeur pour Yuria. Quand Lilika attire les gens à elle, elle n'a pas l'intention de les prendre à Yuria. Mais elle le fait. Quand Lilika reçoit l'attention de leur père, elle ne cherche pas à en priver Yuria. Mais le résultat est le même. Lilika est une protagoniste dont la simple existence déforme la vie de tous ceux qui l'entourent. Et elle n'est pas équipée, émotionnellement ou intellectuellement, pour reconnaître les dégâts. Yuria voit tout cela avec la clarté de la transmigrée. Elle comprend que sa famille ne la choisira jamais. Non parce qu'ils sont cruels, mais parce que la structure de leur monde fait du choix de Lilika la décision rationnelle. Lilika est la protagoniste. Les ressources affluent vers elle. Les opportunités gravitent autour d'elle. Lutter contre cette gravité est futile. Alors Yuria arrête de lutter. Elle construit sa propre gravité. Et quand le moment vient, l'inévitable moment où les finances de la famille s'effondrent, où la maison noble fait face à la ruine, où la neutralité prudente de son père se révèle insuffisante à les protéger, c'est Yuria qui a les ressources pour les sauver. Pas parce qu'elle veut leur gratitude, pas parce qu'elle veut la réconciliation, parce qu'elle veut qu'ils sachent, elle veut qu'ils comprennent en un seul instant dévastateur de clarté à quel point ils s'étaient trompés sur la fille qui valait l'investissement. Le génie structurel de The Villainess Hides Her Wealth réside dans son rythme de révélation. Le lecteur sait dès le premier chapitre que Yuria bâtit un empire. La tension n'est jamais réussira-t-elle, elle réussira. Et le manhwa est honnête à ce sujet. La tension est quand le découvriront-ils et à quoi cela ressemblera-t-il quand cela arrivera. Et Jinsei-a, l'auteur, comprend que la révélation doit être méritée par l'accumulation de chaque affront, chaque rejet, chaque moment où quelqu'un a regardé à travers Yuria comme si elle était un meuble. On ne peut apprécier le poids de la révélation sans sentir le poids de l'invisibilité qui l'a précédé. Les classements économiques deviennent publics. Dans le monde de ce manhwa, l'Empire publie périodiquement le classement de ses citoyens les plus fortunés. Une affaire de fiscalité, de réglementation et de surveillance politique. Ces classements sont dominés par la vieille fortune, les dynasties marchandes, les maisons nobles dont la richesse s'est accumulée pendant des générations. Et puis le nom de Yuria apparaît. Pas près du sommet, au sommet. L'onde de choc est politique, sociale et personnelle. Politique, parce qu'une richesse de cette ampleur représente une influence que la couronne ne peut ignorer. Sociale, parce que la fille que tout le monde avait écartée comme une vilainesse ratée se révèle être la personne la plus puissante financièrement de l'Empire. Et personnelle,
terriblement personnel, parce que chaque personne qui l'a sous-estimée doit maintenant réconcilier la Yuria qu'elle avait méprisée avec la Yuria qui bâtissait un empire sous leurs pieds pendant qu'ils regardaient un tailleur. Les scènes qui suivent sont le manhwa à son meilleur. Les nobles qui ont refusé ces invitations sollicitent maintenant des audiences. Les marchands qui ont traité avec ces mandataires découvrent qu'ils ont travaillé pour elle depuis le début. Son père, cet homme faible, ce partisan du chemin de la moindre résistance, doit s'asseoir face à une fille qu'il a abandonnée émotionnellement et reconnaître qu'elle a dépassé tout ce que sa famille avait construit à travers les générations. Mais le manhwa ne présente pas cela comme une vengeance. C'est important. Yuria ne triomphe pas avec arrogance. Elle n'humilie pas. Elle n'utilise pas sa richesse comme une arme contre les gens qui l'ont trahie. Elle existe simplement, désormais visible, et laisse les faits accomplir le travail que la colère n'aurait jamais pu faire. La relation avec Enoch s'approfondit à travers cette phase, parce que Enoch, qui soupçonnait, qui remarquait, qui était attentif quand personne d'autre ne l'était, n'est pas surpris. Il est impressionné, certainement, mais il n'est pas choqué. Et Yuria, qui a passé toute l'histoire à se cacher, découvre quelque chose d'inattendu dans le regard sans surprise du prince héritier. La reconnaissance de quelqu'un qu'il avait vu avant que la fortune ne confirme ce qu'il savait déjà. Leur relation n'est pas un récit de sauvetage. Enoch ne sauve pas Yuria. Yuria n'a pas besoin d'être sauvé. Ce qu'ils construisent est un partenariat. Deux personnes stratégiquement brillantes qui reconnaissent en l'autre une égale. La romance, lorsqu'elle se développe, est fondée sur le respect mutuel plutôt que sur la dépendance émotionnelle. Enoch apprécie l'esprit de Yuria. Yuria apprécie la perspicacité de Enoch. Aucun des deux ne se diminue pour accommoder l'autre. Le genre de la transmigration villainesse a un problème. La plupart de ces histoires aiguillent finalement leur protagoniste féminine vers une résolution romantique. La villainesse évite son death flag, charme le male lead et atteint le bonheur par le partenariat avec un homme puissant. Le voyage est divertissant. La destination est conventionnelle. The villainess hides her wealth fait quelque chose de structurellement différent. L'arc de Yuria ne consiste pas à trouver le bonhomme. Il consiste à bâtir quelque chose qui est entièrement, irréversiblement à elle. La richesse qu'elle accumule n'est pas un moyen pour une fin. Ce n'est pas une monnaie qu'elle dépense pour s'acheter de la sécurité, un rang social ou un bonheur romantique. C'est la chose elle-même. C'est la preuve d'une compétence, d'une intelligence stratégique, d'un esprit qui a identifié les règles d'un jeu truqué et inventé un autre jeu où c'est elle qui écrit les règles. La romance avec Enoch existe, et elle est bien écrite, et elle ajoute une véritable profondeur émotionnelle à l'histoire. Mais retirez-la entièrement, et l'arc de Yuria tient toujours. Elle reste la force économique la plus puissante de l'Empire. Elle a tout de même démantelé les dynamiques familiales qui étaient conçues pour la maintenir subordonnée. Elle a prouvé, par un effort patient et invisible, que le personnage que le monde appelait sans valeur était la personne la plus précieuse qu'il contenait. L'écriture de Jin Se-ha atteint quelque chose de rare dans ce genre. La protagoniste féminine n'est pas adoucie, n'est pas domestiquée, n'est pas réduite à une version plus douce, plus tendre de la compétence pour rendre son pouvoir digeste. Yuria est froide. Elle est stratégique. Elle est patiente, à un degré qui frôle l'effrayant. Elle regarde les gens lui faire défaut avec la documentation calme de quelqu'un qui catalogue des preuves pour un procès qu'elle intentera selon ses propres termes, au moment qu'elle aura choisi. Le manhwa s'étend sur 179 chapitres dans sa forme romanesque et est complet. L'adaptation manhwa est disponible via des traductions de fans sur King of Shoujo et Arena Scans. Le roman est catalogué sur Novel Update pour ceux qui veulent l'histoire intégrale, sans coupure. Si vous cherchez un manhwa porté par une femme qui traite sa protagoniste avec la même intensité, la même profondeur stratégique, le même respect
pour la compétence que le genre réserve à ses power fantasy masculines. C'est l'un des meilleurs de la catégorie. Yuria ne demande pas la permission. Elle n'attend pas qu'on la sauve. Elle bâtit un empire, dans l'ombre, et quand la lumière finit par l'atteindre, ce sont les autres qui doivent ajuster leurs yeux. Si cette analyse vous a plu, dites-le moi en commentaire. Manhwa Recap Vault couvre les histoires les plus captivantes du genre chaque semaine. Abonnez-vous si vous voulez être là pour la prochaine. Merci de votre attention. À la prochaine.